Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler d'un problème, j'avais bien ça, un problème, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Cathay. Pourquoi Cathay est vraiment, pour moi, un problème à l'heure actuelle, et ça fait un peu peur sur ce que Gamershop veut ou va faire avec The Old World. Donc, on a le chapitre 2, on voit la méta, et on va appeler le Power Explosion de Cathay. Pourquoi Power Explosion? Parce que, voilà, Gamershop annonce en avril ou mars ou avril, qu'en juin 2025, que l'armée de Cathay va sortir. Trop chouette, génial. Une nouvelle armée dans l'univers de Warhammer Fantasy officielle en 20 ans quasiment. Donc ça fait vraiment plaisir de se dire, ah, on va avoir une nouvelle armée, on voit les figurines, elles sont incroyables, la gamme est incroyable. Mais après on se pose des questions. On sait que Gamershop et l'équilibrage, c'est compliqué dans beaucoup de cas de figure. Moi je me pose la question, est-ce qu'ils vont vraiment mettre la main lourde? Surtout que l'armée qui sort est, on va dire, une armée de l'Empire, allez, on va dire avec un thème principalement, parce qu'on voyait de l'infanterie, on voyait de l'artillerie, à la limite les monstres changent un peu, mais de base, on se dit, oh, ça ressemble quand même à une armée de l'Empire, donc on a un point de comparaison par rapport à ça. Et donc, on va avoir un power creep. Donc, un power creep, c'est, par exemple, quand les gens qui jouent à des jeux de cartes savent très bien, vous avez une carte qui vaut 3 mana, c'est une 3-3, l'extension d'après, c'est 3 mana, une 3-4. Ou 3 mana, une 4-4, avec un petit point négatif, mais qui est souvent et facilement mitigé avec d'autres cartes. Donc, à ce côté, est-ce qu'on va avoir ça avec Cathay? Et cette vidéo, elle est à charge entre guillemets sur l'armée Cathay, mais c'est pas les joueurs qui jouent Cathay, c'est bien les règles que Gamershop a pondues, parce que les joueurs ils jouent avec les règles qu'on leur donne. C'est pas vraiment leur faute de se dire qu'ils ont quelque chose en main qui est très fort, ils l'utilisent en tant que tel, ils doivent l'utiliser au mieux, il faut pas se restreindre à l'utiliser, il faut espérer que Gamershop fasse quelque chose pour empêcher ce problème. Et alors le problème aussi de Cathay, c'est que dans l'esprit de Warhammer The Old World, il y a vraiment une grande armée et plein de sous-factions en liste d'armées, un peu comme ceux qui ont joué à Total War Warhammer, vous avez une armée principale, et puis chaque héros légendaire, ça change un peu la manière dont vous jouez, même avec le même esprit. Mais là, ici, on a vraiment eu, en fait, une armée, et pas de sous-armée. C'est-à-dire que les sous-factions ressemblent tellement à la grande armée, ou ne sont pas jouées du tout. C'est vraiment triste, et j'espère que dans les prochaines FAQ, ils vont faire en sorte qu'on joue un peu plus les listes alternatives, ou sortir d'autres listes alternatives. Donc, janvier 2026, avant la FAQ qui est sortie, donc de juin à janvier, on mange Cathay dans la bouche. Et quand on le mange, je dis c'est vraiment trop puissant. Ils avaient un taux de victoire de 75, 80, 70, enfin énorme, alors que les armées normalement stagnent autour de 40, 60. Donc Cathay au-dessus de la mêlée, et des listes d'armées hyper identiques, il y avait deux petites variations, mais c'était quasiment les mêmes listes d'armées. Les gens vont me dire, ah oui, mais ça ressemble au Roi des Tombes ou à Bretonien à la sortie. Mais pas vraiment. Premièrement, les Bretoniens non, parce que les Bretoniens c'est une armée de corps à corps. Qui dit une armée de corps à corps dit prendre des risques, il faut prendre des charges. Des charges, ça se rate, ça peut nous mettre vraiment dans des mauvaises situations. Des corps à corps, ça se perd. Donc ça peut arriver que vous fassiez des pas bons jets de dés et vous perdez des corps à corps. Vous fouillez, vous pouvez avoir des tests de panique, en cascade, etc. Donc Bretonien était très fort, mais il y avait un côté subtil, on va dire, dans la manière de faire. C'était pas non plus trop straightforward, sauf les Pagas qui étaient vraiment tellement forts qu'ils ont pris 3 FAQ successifs pour les nerfer. Et alors, Bretonien, on va dire... Rodéton, on va dire... Il y avait un peu de ça. C'est un peu le culte mortuaire à la sortie, où la magie était trop facile, donc la magie qui était très forte à l'époque, enfin qui est toujours forte, mais la manière de casser la magie qui était très forte fait en sorte qu'ils lançaient quasiment tous leurs sorts automatiquement, c'était très dur à dissiper, et en plus de ça, la magie fonctionne très bien avec les morts vivants, parce que ça leur permet d'avoir le mouvement de réserve, ça leur permet d'avoir des malus en commandement, sachant qu'ils provoquent la peur et la terreur dans toute l'armée. C'était très fort, mais il y a le problème des hiérophantes, vous perdez votre hiérophante, votre armée peut partir en poussière. Vous avez le problème, c'est que si vous ratiez vos sorts, vous n'avez pas de bon de réserve, vous aviez une très faible mobilité, donc c'était pas vraiment la même chose. C'est vraiment une nouvelle manière de voir comment Gamershop peut exploser une méta facilement. Donc, Cathay domine, et surtout, on voit des lanternes, des canons de Cathay, et puis le reste. On va pas se vanter, le reste, on a tellement du mal à gérer toutes les unités que le reste, il nous faisait mal, mais pas aussi mal que les lanternes. Et on va se dire, mais pourquoi les lanternes étaient si fortes? C'est vraiment juste logique et mathématique sur ce qui s'est passé. Donc on peut voir le profil. Mouvement 1, on se dit, il y a sûrement une règle derrière qui va. Force 5, endurance 5, voilà, de 7 points de vie, c'est un char. Voilà, on se dit quand même, 7 points de vie, c'est beaucoup pour un char. Les chars en général sont à 4, 3, 4, 5. Et le seul, c'est le tank à vapeur qui est à 10, mais il vaut 265 points. Donc on se dit, il y a beaucoup de points de vie quand même, et une bonne endurance, parce qu'endurance 5, il y a beaucoup de chariots en endurance 4, donc voilà. Donc, beau profil. Sauvegarde 4+, la maximum c'est 3+, donc très bonne sauvegarde quand même pour son truc. Puis un prix, 135 points. Quand on rappelle que le char orc noir,
je pense, c'est un des meilleurs chars, où le char du chaos il est autour de 120-130, 3 points de vie pour 20 points de différence, ça fait beaucoup, non? Et puis on va dire les règles spéciales, parce que comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, un profil c'est fort, mais surtout les règles spéciales associées qui rendent l'unité incroyable. Donc ordre serré normal, des engagements. Donc des engagements, c'est une règle qu'on dirait mais c'est la même chose que les gyrocoptères. Mais pas dans la première version, donc la version originale qu'ils ont sortie. C'est si vous avez un résultat de combat et vous perdez, vous faites un test de commandement. Si vous réussissez votre test de commandement, vous pouvez faire un fallback in good order, donc un repli en bon ordre, tandis que l'adversaire fait une poursuite comme s'il avait, vous aviez fait un CD du terrain. Donc ça fait en sorte que votre adversaire va faire quoi? Enfin, vous allez faire quoi avec la lanterne? Vous allez faire un fallback, donc sauf si vous roulez double 1, 1, 2, 2, 1, vous allez pouvoir vous désengager et tirer à votre prochain tour si c'est vous qui tirez, ou alors vous faire recharger. Donc vous allez dire, c'est un problème de se faire recharger? Eh ben non, parce que juste après, on peut voir qu'ils ont fuite feinté, donc vous fouillez une déclaration de charge, vous déclarez, vous fouillez, vous râlez automatiquement. Tirez fuite, donc vous pouvez tirer quoi qu'il arrive, enfin pas quoi qu'il arrive, vous pouvez tirer en réaction à la charge et fuir et vous râlez automatiquement. Vol 8, donc pas un super vol, mais c'est quand même un très bon vol. Heavily Beacon, donc c'était un truc pour guider l'artillerie, jamais utilisé, mais surtout plus 1, moins 1 pour les embûcheurs, on va voir après, c'est très fort. Touche d'impact des 3+1, logique c'est un tank. Large target, donc vision incroyable. Mouvement de réserve, scout et indémoralisable. Donc on a une unité qui a tout. Le combo salade, tomate, oignon, carotte, ils ont vraiment tout. Parce que, tout simplement, c'est automatique. C'est pas vous devez payer, vous avez des limitations comme certaines des armées, c'est 0 pour 1000 points ou 1 par armée, etc. Non, là il a le mouvement de réserve, la fuite feintée, le tir et fuite, le scout, automatique. La plupart du temps, vous devez payer ces options, 1 point par unité. Là, on aurait pu imaginer 10 points, 10 points pour la fuite feintée, 10 points pour le mouvement de réserve, etc. 0 par 1000 points. Non, là, il a déjà tout. Et donc, ça va. On se dit, ok, on a un bon chariot avec des bonnes règles, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il va pas aller au corps à corps. Là, il y a des mecs qui ont simplement des armes de base, etc. Non, il va vous tirer dessus. Il va bien vous tirer dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette arme-ci, qui a portée 9. Donc on se dit, bon, pas une super portée, force 4, ok, très bonne force, PA 1. Armor Bane 1, donc pas mal, c'est-à-dire qu'on peut monter à PA2. Je rappelle quand même que dans le jeu, PA3, c'est vraiment les meilleurs PA qu'on peut avoir. En général, on a PA1 et 2, donc ça reste dans les bonnes PA. Attaque enflammée, le petit défaut, c'est qu'il y a quand même pas mal d'unités qui ont une invulnérable liée à ça, mais bon, c'est un petit défaut. Tirer, mouvement et tir. Donc on peut faire des marches forcées tirées. Donc mouvement 8, x2, 16, plus 9, 25. Donc potentiellement, on peut vous tirer dessus quasiment tout le temps. Alors on n'oublie pas, il y a scout, donc ça veut dire qu'il peut se déployer à 12 pas, donc là, sûr de pouvoir vous tirer dessus. Et quick shot, tir rapide, donc ça fait en sorte que pas le moins 1 quand on se déplace, et surtout vous pouvez tout le temps maintenir et tirer, quelle que soit la distance. Donc si on met le combo tir rapide, fuite feintée et tir et fuite, c'est-à-dire que n'importe qui vous charge pourrait tout le temps, je vais vous dire quasiment tout le temps, faire un tir et fuite. Parce que le tir et fuite, c'est un maintenir et tirer c'est dans l'arc frontal. Ça reste un char, il a quand même un arc frontal, donc il faut que l'adversaire vous charge dans l'arc frontal. Mais comme vous avez mouvement de réserve, vous pouvez vous déplacer, faire un lumbering de gratuit de char lourd, vous redéplacer après avoir tiré, refaire un lumbering et vous mettre face à ce qui va vous charger. Donc le défaut de devoir être face est très vite minimisé si vous savez un peu vous déplacer. Et donc vous avez une unité qui va pouvoir d'office faire des tirs de contre-charge. Et alors la subtilité, c'est que si vous touchiez avec cette arme, comme le tromblon à grenade, vous générez des touches de D3+1. Et donc il n'a pas le malus de tir multiple. Il n'a pas le malus de se déplacer. Il a juste potentiellement tirailleur et la longue portée. C'est les deux seuls malus. Ah oui, et les couverts, bon, voilà, mais il enlève quand même 2 des malus importants, le tir multiple et le déplacer. Donc il pourra toujours se déplacer et vous défoncer. Alors on se dit, oui, là c'était, oui, c'était 4, c'était 5. Donc des très bons tireurs. Normalement, c'est les elfes qui ont cette capacité de tir. Donc vous avez des tireurs qui vont toucher en général à 4+, avec moins 1 pour la longue portée, moins 1 tirailleur ou moins 1 couvert, on va dire, qui va générer des 3 touches. Donc en général, ils vont générer 6 à 8 touches, plus le champion qui va quasiment toucher tout le temps, qui va générer 10 à 12 touches de force 4, P1. Et puis si vous voulez le charger, il va vous refaire ça dans la tête. Il aura le moins 1 pour maintenir et tirer, mais il n'aura pas la longue portée, donc ça reste dans ce que je disais avant, le moins 1 pour... en général, il y aura un moins 1 pour toucher. Donc il va vous générer énormément de trucs. Donc, bon char, et on n'oublie pas, 135 points, si vous payez les équipements, donc les armes et les bombes, dont je vais parler après, 170 points, très rentable. Mais c'est pas fini. Game Workshop se dit, c'est déjà assez difficile, on va mettre des subtilités. Comme c'est un chariot, pas de coup fatal héroïque, pas de Monster Slayer, pas de coup fatal, pas possible. Donc il faut vraiment aller chercher tous ces points de vie à quelque chose. Il y a un champion.
Donc si vous voulez faire une charge à une bonne unité, vous arrivez enfin à la rendre en contact, il lance un défi. Si vous ne pouvez pas le refuser, il va juste perdre le combat, mais il s'en fout. Il est indémoralisable, donc il va reculer 2 pas. Ou alors, il est indémoralisable, puis faire le désengagement et se désengager. Et après, vous tirez dessus, vous passez au-dessus, parce que comme c'est un volant, il va juste vous passer au-dessus, vous tirez dessus, parce que c'est un chariot. Il voit à 360 degrés. Donc pour vous tirer dessus, il s'en fout de là où il regarde, il s'en fout de l'orientation. Il voit à 360 degrés. Il peut tout le temps maintenir et tirer, donc il va régénérer les résultats de combat. Donc même si vous arrivez à le charger, vous n'avez pas spécialement gagné le combat. S'il roule assez bien et vous ratez vos sauvegardes d'armure, vous n'en avez pas, vous allez perdre le combat. Et en plus, il peut larguer les bombes. Larguer les bombes, vous deviez vous déplacer et être à 6 ou 8 pas d'une unité, je ne sais plus exactement la distance, mais assez facile. Vous lanciez un dé, vous aviez un tableau de résultats. Le tableau de résultats, ça allait de 1-1, il perd un point, la lanterne perd un point de vie. 5-6, c'est des petits gabarits de force 4 ou force 5, P1 ou PA2. C'était vraiment n'importe quoi, et il pouvait le faire à tous les tours. Donc, si l'adversaire savait ce qu'il faisait, il se déployait, il faisait mouvement 8, la marche forcée, excusez-moi. Premier tour, il pouvait vous larguer les bombes et puis vous tirer dessus. Sinon, il devait un peu temporiser. Le premier tour, vous preniez pas trop la foudre, mais le tour d'après, vous preniez la foudre si vous déployez vraiment profondément. Donc, ça pique. Sachant qu'en plus, il a la règle Eye of the Dragon qui donne accès au vent, et les vents de magie, un des 2 vents donnait plus en mouvement. Donc vous aviez 9 plus 9, 18, plus 9, 27 de portée. Ça commence à faire beaucoup. Et vu à 360 degrés. Sinon, c'est pas drôle. Mais c'est pas fini. Game of Thrones s'est dit, le pire qu'on pourrait faire, c'est le faire une monture. Qui dit monture du un personnage, le personnage rajoute des points de vie, donc on passe de 7 à 9 ou 10 points de vie selon le personnage, et surtout des équipements magiques. Qui dit équipement magique dit invulnérable, régène, bon la régène n'était pas jouée mais il y avait potentiellement la possibilité de mettre la régène, invulnérable, on dit oh c'est bon il n'y a qu'une invulnérable 5+, ben non, il y a celle du livre de règles, et ils ont dans leur liste d'armée. Donc 2 invulnérables à 5+, facilement à mettre, plus le personnage rajoutait 2-3 règles, ça faisait en sorte, et un meilleur commandement 9 potentiellement au lieu de commandement 8 de base, ben ça faisait en sorte que ça donnait vraiment un parcours du combattant mis avec des barbelés, avec un dénivelé positif de bâtard. C'était vraiment une purge. Ok, elle valait 350 points, on peut dire, c'est beaucoup, mais elle avait quasiment aucun défaut. C'est ça le problème. Parce que au tir, on va y aller après, c'était très compliqué d'aller la chercher, parce qu'elle a beaucoup de points de vie, une bonne endurance, une sauvegarde normale, une invulnérable. Au corps à corps, ben, elle était indémoralisable, donc vous en foutez de perdre le corps à corps. Vous pouvez perdre le corps de 27, vous en foutez. Vous allez juste faire c'est du terrain, ou avec un peu de chance, vous désengagez. Et en plus, c'est bien parce que vous pouvez aussi provoquer des charges pour faire des contre-charges. Comme elle est indémoralisable, à part si elle se fait sécher en un tour, on va voir après, c'est quasiment impossible au corps à corps, vous pouvez faire des contre-charges avec des Shungangan, des Jet Lancer ou quoi pour amener du résultat de combat et gagner. Donc, il y avait vraiment aucun défaut quasiment. Le seul point faible, on va dire, c'était la terreur. Comme elle n'était pas immunisée à psychologie, quand même, ils n'ont pas donné ça, parce que sinon ils ne pouvaient pas maintenir et tirer, etc. Vous ratiez vos tests d'erreur, vous faites une fuite, une vraie fuite. Et vous n'étiez pas rapide. Le chariot n'était quand même pas rapide, donc c'est-à-dire que vous fouillez à 2 dés et l'adversaire peut potentiellement vous rattraper, vous détruire. C'est vraiment un des seuls défauts, c'était la terreur. Mais commandement 9 quand même, commandement 9, faut aller le chercher. Donc on se dit, les contres classiques. Un monstre de corps à corps. Une artillerie des 3+1, parce que bon, mine de rien, 7 points de vie, ça se tombe. Alors, les chars en général ont 4 points de vie, donc il y a moyen qu'avec un boulet de canon ou une catapulte vous le défoncez. Là, 7 points de vie, il fallait minimum 2, et encore, il fallait rouler très haut, parce qu'il faut rouler une chance sur 3, 2 chances sur 3, donc ça fait quand même 2 chances sur 9 de le tuer en 2 tirs. Les personnages bourrins, donc un duc, un seigneur du chaos ou quoi, il vient avec une bonne lame ogre ou quoi, il pourrait. Le spam, donc les archers, à un moment, ça spam, mais c'est quand même endurance 5, donc voilà. Et la magie. Eh ben, pas du tout. Parce qu'en fait, la liste d'armées fonctionne très très bien. On a, premièrement, le corps à corps, les monstres de corps à corps, le désengagement. Il faut que le monstre sèche la lanterne en un tour. Sinon, elle va se désengager, elle va vous passer au-dessus, elle va vous tirer dessus, elle va vous finir. Et en plus de ça, dans la liste, il y a les canons de Katé. Les canons de Katé, ils adorent les monstres. Ils adorent, c'est vraiment, souvent les monstres, ils n'ont pas d'invue, ils ont une petite régène, une mauvaise régénération. 1 ou 2 phases de tir, il n'y a plus de monstres. Donc vous allez perdre des points, vous allez prendre 0. L'artillerie des 3+1, oui, parfait, l'artillerie, boum boum. Non, parce qu'en fait, lui, il a aussi des canons. Et les canons, quand vous êtes en duel d'artillerie, petit tips, toujours neutraliser les canons adverses, enfin les canons et les catapultes adverses, avant de tirer sur les autres cibles prioritaires. Parce que sinon, lui va vous neutraliser et votre puissance de feu va chuter drastiquement et vous comptez dessus pour tuer des rouivres, des guerriers du chaos, enfin des monstres, des personnages sur monstres. Donc, toujours en duel d'artillerie, toujours neutraliser l'artillerie adverse. Mais là, vous avez le choix. Soit vous tirez sur l'artillerie adverse, mais alors les lanternes vont venir dessus, et comme elles ont des touches d'impact, elles peuvent quand même vous charger et vous tuer votre artillerie à vous. Ou alors, vous tirez sur les lanternes pour pas avoir, l'artillerie Katé va vous défoncer. Les personnages bourrins, comme on l'a vu, tir de contre-charge,
se désengager fait en sorte que potentiellement vous allez pouvoir perdre le combat. S'il fait un bon tir de contre-charge, même des Pégases, ils peuvent aller force 4, PA1 ou PA2, il y a moyen que vous séchiez 2 ou 3 points de vie, et si le mec derrière il passe pas ses bonnes touches et vous réussissez des invus, c'est pas sûr que vous arriviez à passer dessus. Le spam, à la limite, ça pouvait marcher, donc le spam de magie ou le spam de fanatique ou de tireur, mais il y a quand même plein de conditions pour que ça fonctionne. Si la lanterne se met dans un décor, le fanatique ne vous servez à rien, il va vous pilonner comme un animal. Et donc la magie, évidemment, Katet va avoir un des meilleurs objets anti-magie avec la pupette, c'est à portée 18 pas. Tous les doubles, c'est un fiasco. Voilà. Donc, même le double 6, donc double 6, 5, 4, 3, 2 vient de se rajouter. Donc, une chance sur 6 que vous fassiez un fiasco. Et surtout, ce qui est encore fort, c'est qu'après, lui, il peut quand même dissiper. C'est vraiment, ça vous empêche de lancer. C'est pas ça vous dissipe bien. C'est ça vous empêche de lancer correctement vos sorts. Et après, lui, il peut dissiper avec tout ce qu'il y a avec, surtout avec les nouveaux objets qui permettent de relancer une dissipation ou donner des bonus, etc. Ça devient vraiment ridicule. Et alors le pire, vraiment le meilleur, c'est qu'on peut le spammer parce que les listes d'armée étaient très mal faites. Vous pouvez vraiment en mettre jusqu'à 7. Bon, le gars qui vous sort cette lanterne, tu dis, Coco, on va pas jouer c'est pas jouer une partie qu'on va faire, c'est juste se refaire faire une partie du corps. On laisse tomber, on joue autre chose, voilà. En général, les gens jouaient 2 ou 3, mais c'était déjà énorme. Mais souvent, c'est les tournois où les gens limitaient, parce que sinon, comme je l'expliquais plus haut, le mec va juste vous tirer, et en vrai, la lanterne avait le côté saturation. Pour un char, il saturait de tir, et en fait, à force, ça passe. Vous roulez 40 dés, à un moment, vous allez rouler des 6, vous allez rouler des Armor Bane, et vous allez faire des blessures. C'est ça la force. Contre de l'infanterie, donc, on peut vraiment imaginer 4 figures. Infanterie tirailleurs, ok, ils ont le moins 1 pour être touchés, mais s'ils se font toucher, ils vont se faire générer des touches, et mort, ou test de panique, ou fuite, et puis deuxième phase de tir, il n'y a pas. Des régiments compacts, vous avez les bombes plus les tirs, vont peut-être survivre 1 ou 2 phases, mais après, ils vont vraiment prendre très très cher. Un régiment classique, de 20-25. Les chariots, on n'en parle même pas, il vous chargera jamais. Avec la mobilité qu'il a et mouvement de réserve, il ne chargera jamais, il vous tournera autour et vous tirera dessus. La cavalerie, si vous n'avez pas vu à 360 degrés, il va aussi vous tourner autour et va vous défoncer encore plus vite que l'infanterie, parce que vous avez moins de points de vie, et il a une bonne force, une bonne PA. Machine de guerre, comme j'ai dit, à la limite c'est un peu sensible, mais il peut vous charger, avec la mobilité qu'il a, il peut vite aller vous chercher. Comme c'est une large target, donc il peut voir au-dessus, donc vous pouvez même pas le bloquer en mettant, je vais mettre 20 gobelins pour bloquer, non, il va pouvoir vous charger quand même au-dessus, voir au-dessus et potentiellement vous charger, s'il a la place pour atterrir. Donc, incroyable. Quelques contres quand même qui existent. Hombed, Viltide fonctionnait très bien, parce que la brique de 40-50 gore, endurance 4, elle tanktait bien, et les Viltide, ok, il y a de l'anti-magie, mais à un moment où vous lancez 4 ou 5 Viltide, ça passe, et vous pouviez pas sécher une lanterne, mais la mettre tellement mal qu'il va plus risquer de revenir trop près. Surtout qu'avec le Seed of Shadow, vous aviez un vol 12, donc vous pouviez, mouvement de réserve aussi, vous pouviez en fait utiliser plus ou moins les mêmes armes. Nuln fonctionnait bien si vous aviez le premier tour, donc en général avec le personnage plus 1, parce que là vous avez le premier tour, vous neutralisez vos artilleries, vous spammez aussi avec les escorteurs, mais si lui commence à tirer sur vos escorteurs, il va aussi les faire fondre, et la différence c'est que une lanterne reste 1 point de vie à tous ses tirs. L'escorteur, vous en perdez 6, vous perdez 18 tirs. Donc là, c'était encore la fait en sorte que la lanterne était très forte, mais même à 1 point de vie, elle générait autant de dégâts qu'à full point de vie. Là où unité classique, vous perdez 7 tireurs, vous perdez 7 tirs ou autre. Katé, oui, Katé compterait bien Katé. Katé, si tu commences, tu regardes l'adversaire, tu fais merci d'être venu, je vais te défoncer, normalement. Et alors les vampires, parce que les vampires ont la capacité d'encaisser très bien les tirs des lanternes malgré tout, et de pouvoir se régénérer, et les cris, mine de rien, les lanternes, elles ont commandement 9, pas de vétérans dans l'armée, ou quasiment très peu de vétérans dans l'armée, donc ça pouvait potentiellement vite partir. Donc voilà les 4 choses qui pouvaient fonctionner. Les autres armées, pliées, vraiment pliées, même si vous aviez plein de bêtes avec la terreur, etc., ou vous jouiez double dragon, vous allez voir, c'est du petit lait. Donc voilà, pré-FAQ, pas cher, ça tue tout, pas du tout équilibré, pas marrant du tout à jouer, vraiment Game Workshop, qu'est-ce que vous avez fait? Et alors, je parlais de Power Creep au début de la vidéo, là on n'a pas eu du Power Creep, on a eu du Power Explosion. C'est-à-dire que il n'y a même pas à se dire ah oui ça ressemble à... Non, c'est juste trop fort, c'est vraiment, ça ressemblait à rien de ce qui a été sorti par Game Workshop, et le rapport qui a été pris était incroyable. Vraiment la lanterne à 135 points de base, j'ai l'impression que c'est une blague, avec le peu de défauts qu'elle a, quasiment aucun défaut. À la limite on aurait donné vol 6. Je dis pourquoi pas, vol 6 c'est quand même lent, c'est logique, c'est une lanterne, ça n'a pas trop de moteur, ça n'a pas d'animaux qui tirent, pourquoi pas. Mais vol 8, c'est quand même une bonne mobilité, c'est pas la meilleure, mais c'est une très bonne mobilité, mouvement de réserve, fuite feinte, enfin voilà, rien, c'est vraiment tout fait Game Workshop, chier dans la colle absolument. Et puis vient les FAQ de janvier, tout le monde l'attendait, tout le monde était en mode est-ce qu'ils vont résoudre le problème de KT? Eh ben oui et non. Ils ont fait un nerf
massif, mais quand je dis massif de la lanterne, c'est moins en endurance, donc endurance 4, donc là, les tirs, ça peut vraiment, ou la magie peut vraiment lui faire très mal. Plus indémoralisable, donc c'est fini le corps à corps, on dit ah, bah, je m'en fous de perdre, etc. Plus de champion d'unité, donc c'est bien, il n'y a plus les défis. Les désengagements a changé, donc désengagement, il faut gagner le combat, et là toute la subtilité, il faut gagner le combat pour pouvoir le faire, sinon vous restez au corps à corps et le mec va vous défoncer, et pire, vous perdez le corps à corps, test de morale, fuite, rattrapé, détruit, sachant que c'est un char lourd, donc il a PU 5, pas 7 parce qu'il y a 7 points de vie, les chars lourds ça se PU 5, donc PU 10, 6 cavaliers, vous aviez le double de la PU. Et les bombes, enfin, une fois par partie. Comme le gyrocoptère, parce que la différence entre le gyrocoptère et le gyrobombardier, c'est que le gyrobombardier peut faire les bombes tout le temps, le gyrocoptère c'est une fois par partie. Là c'est la même chose, sachant que ça reste quand même fort, parce que le gyrocoptère, vous devez passer au-dessus de l'unité, là vous devez même pas passer au-dessus de l'unité avec la lanterne. Enfin voilà. Le vent de Katet est un peu équilibré, c'est-à-dire que le vent de Katet c'était 1, 2, 3, un vent, 4, 5, 6, un autre vent. Là c'est 1, 2, pas de vent, 3, 4, un vent, 5, 6, un autre vent. Donc ça va, il y a des. C'est-à-dire que ça peut arriver que l'adversaire ait aucun bonus, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Le Greloader n'est plus champion, bon, parce que c'est vraiment un nerf, je ne sais pas trop. Et la liste Grande Armée, donc ça n'a pas changé avec la FAQ, mais ça a changé avec la deuxième vague de sortie de Katet, qui équilibrait un peu, dans le sens où la flotte de Jade et la flotte de la Grande Armée étaient un peu différentes, parce que les Jade Lancers, donc les cavaliers, ne pouvaient plus être pris en base automatiquement dans la Grande Armée. Et on va voir que ça changerait. Donc on a quoi ? On a, ah ben attends, les lanternes sont moins fortes, on va voir dans la liste d'armée, en fait. Mais c'est pas bien, pas mal les Shuningan Lord, les Shuningan Général. C'est vraiment bien. Et hop, on trouve vite une combo qui fonctionne bien. Et en fait, les lanternes ont été remplacées par quoi ? Simplement les Shuningan. Donc ça devient la Shuningan Mania, tout le monde en joue. Déjà de base, en général, on jouait 2 lanternes avec des personnages, pour avoir l'invulnérable. Puis on jouait 2 petits Shuningan qui coûtent pas très cher, qui avaient la boule de feu automatique du domaine de magie, enfin du domaine de l'élémentaire des Yin ou du Yang, je sais plus lequel des deux. Donc là, les gens se sont dit, ah ben juste remplacer les lanternes, pas les Shuningan, c'est quasiment le même prix, tout aussi puissant, mais différemment. Et alors, les canons de Katet n'ont toujours pas été touchés. Et on va voir pourquoi c'est problématique. Maintenant encore et dans le futur. Donc voilà. Voilà. Et en plus, dans la deuxième vague, on rajoute quoi ? Des paysans, du scoring facile. Parce que avant, autant les Jade Lancer, Jade Warrior, ça coûtait quand même cher. Avoir une PU10, ça coûtait facilement 100, 150 points. Là, vous avez de la bonne scoring. Donc, vous complétez la liste avec un truc très très fort que l'armée manquait. Pratique. Donc maintenant, on se retrouve en 2026, en juin 2026, post-FAQ. Qu'est-ce qu'on a ? On a des Shuningan, potentiellement des persos sur lanterne ou les sorciers, parce que c'est pas mal. Beaucoup de déchets, et puis les gardiens de la porte que vous ne verrez tristement jamais. Pourquoi les Shuningan c'est trop fort ? On va le voir juste en dessous, mais c'est surtout qu'il a la lame du roi singe qui donne force 10, PA 4, blessure multiple des 3. On va dire, ok, il a que 4 attaques, ça va. Mais il a l'illusion, et comme l'illusion, il peut avoir Doppelganger, il peut cast à plus 3, et voilà, vous faire 2 D6 touches de force 10, PA 4, blessure multiple des 3. Autant vous dire que s'il roule 6 ou 7 sur le Doppelganger, vous êtes foutu. Et le deuxième, vous mettez un lore familiar pour avoir le sort automatiquement, et n'importe quelle arme aussi pétée, ça c'est, on va dire, c'est votre personnalisation, c'est votre petit côté personnel. Les magistrats sur lanterne, donc on verra un petit peu, et le reste, on s'en fout, hein, comme j'ai dit, voilà. Donc les Shuningan, pourquoi il est si fort ? Premièrement, on regarde le coup en points, donc là j'ai fait un petit tableau à votre droite. Vous avez le coup en points avec le nombre de points de vie et le ratio, donc point de vie, coup en point de vie. Et j'ai pris plein de personnages montés sur monstres qui ont plus ou moins endurance 5, 6, 7 points de vie. Donc général de l'Empire sur Griffon, noble Welf sur Griffon, orc survivre. Bon, je pense qu'elle a endurance 6, mais bon, voilà. L'exalté sur Manticore. Le Tan, j'ai mis le Tan parce que sinon on parle jamais des nains. Donc il a un ratio de 20 qui est toujours le meilleur. Hein. Le Tan sur porteur est la meilleure monture théoriquement du jeu en ratio, point de vie, coût et ce que ça donne. CC6, endurance 5, des bonnes runes derrière, mais vous n'avez pas toutes les règles cool parce que ici le but c'est qu'ils ont tous vol. Potentiellement ils ont rapide et ils ont peur ou terreur. C'était l'idée de la manière dont c'est fait. Donc on regarde. Shuningan Lord, Shuningan Général, déjà le Général il est très très rentable, c'est pour ça qu'on le jouait avant avec les lanternes. Mais le Lord on doit qu'il est le Général pour 4 points de sauvegarde 3+. Vous allez dire, ok, mais les autres aussi, le Général peut l'avoir avec armure de plate bouclier, le Noble aussi, l'Orc noir oui, et l'Orc de base il peut en tricotant un petit peu, l'Exalté oui, le Tin Supporter oui. Mais le truc c'est que comme il a donc Armuraille, donc c'est peau écailleuse, et l'armure lourde, il peut avoir les 2 mains libres. Donc il peut prendre une arme à 2 mains sans le malus. Alors que la plupart des autres personnages, si ils veulent avoir leur 3+, ils doivent utiliser leur bouclier.
Donc pas d'arme à deux mains. Ah, ça c'est fort. Ensuite, une invulnérable intégrée. Donc plus ou moins 30 points au gars. Et c'est tout, ça veut dire qu'il vous laisse 100 points d'objets magiques. Parce que souvent, vous jouez ces monstres, ces personnages monstres, vous devez leur payer l'invulnérable. À part l'exalté qu'il a automatiquement, mais je vous expliquerai après pourquoi. Eux, ils doivent payer les 30 points pour l'invulnérable 5+, là, il l'a automatiquement. Et donc, ça lui laisse 100 points d'objets magiques pour jouer de l'offensif comme il veut. Ou des objets spéciaux, ou des objets magiques, etc. Et ensuite, le Shuningan général, évidemment, il est niveau 1, et le Shuningan Lord, évidemment, il est niveau 2. Ça fait en sorte que vous avez encore 30 à 60 points de réduction. Donc si on adapte en vrai le coût en points, on se retrouve à ça. On se retrouve avec 18.6 du point de vie et 14.2 pour plus ou moins la même chose. On va dire, j'ai adapté, je pense, l'exalté. Voilà, j'ai adapté l'exalté, il a 30.7 si on enlève l'invulnérable à 5+, et 30 points. Donc, hyper rentable. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 Shuningan Lord, entre guillemets, pour le même coût en points de points de vie. Enfin, point de vie, coût en points par rapport à l'équivalent dans les autres armées. Mais on se dit, bon, les règles spéciales sont peut-être pas trop fortes. Bah non, évidemment, c'est KT, donc ils ont tout. Donc déjà, la contre-charge. Alors les monstres à contre-charge, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Vargulf, je pense qu'il est, peut-être un ou deux autres, pas plus, mais voilà, il a contre-charge. Vol 9, avec les vents, il peut passer à 10, donc meilleur mouvement du jeu. Il a rapide, parce que sinon c'est pas drôle. Il a la peur, donc insensible à la terreur, c'est ça le plus important. Autant la lanterne était sensible à la terreur, là, elle n'est pas du tout. Plus 1 pour lancer des sorts s'il y a un autre Shuningan à 6 pas, enfin un autre personnage qui a la même règle, donc souvent les Shuningan derrière. Donc un plus 1 pour cast, ok conditionnel, c'est aussi 20 points, on va dire plus ou moins dans les objets magiques. Et il a accès à 4 domaines, plus 2 élémentaires. Ok, les élémentaires vous devez choisir, et le domaine vous devez choisir au début de la bataille, mais vous pouvez personnaliser énormément votre monstre avec déjà tout dedans. Donc en fait, il est aussi, comme la lanterne, il arrive déjà full stuffé. Et vous ne devez pas réfléchir à ce que vous devez faire. Les combos sont assez faciles et assez logiques. Illusion, l'objet qui donne plus un sort, une arme pétée pour avoir le doppel, un deuxième niveau 3 avec l'illusion, le lore familiar, famille de savoir pour avoir d'office le doppelganger, une autre arme pétée, et voilà. C'est tout, il n'y a pas besoin de prendre juste. Ensuite, vous avez mouvement 10 avec vol, donc vous pouvez toujours faire des marches forcées, vous mettez comme vous devez faire, vous menacez, etc. Et vous avez tout le reste qui suit. C'est quoi le reste qui suit ? En base, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez de l'infanterie quasiment d'élite, je vais appeler ça, c'est vraiment quasiment d'élite, de l'infanterie spammable qui sont les paysans, et de la presque cavalerie lourde. Donc, Game Workshop, j'ai l'impression, depuis qu'ils ont introduit les Urskarl, ils veulent introduire une espèce de cavalerie presque lourde, donc cavalerie lourde, c'est bretonien, chevalier de l'Empire, chevalier du chaos, etc. Ils veulent introduire un juste en dessous, où ils n'ont pas spécialement de la lance de cavalerie, ils n'ont pas spécialement une bonne sauvegarde d'armure, mais ils font le rôle quasiment de la cavalerie classique, c'est juste qu'ils sont un peu moins impactants. Mais ça fonctionne bien. Alors, premièrement, les paysans, ils ont 4 points. Je rappelle que le paysan bretonien, il a 5 points. Il a juste un arc qui tire 6 points, 6 pas de plus, et un armor bane de 1, mais on s'en fout, en vrai, l'arc, c'est un petit bonus. Là, le but, c'est que c'est de la scoring. 40 points, moins cher que les Ungor. En plus, il peut être embusqueur. Bon, que 2 par 1000 points, oh là là. Et surtout, il peut être skirmisher autant qu'il veut. Donc, vous pouvez clairement mettre 4 packs de, on va dire, 13 ou 14, comme ça, si vous pouvez prendre une phase de tir dans la bouche sans être plus scoring. Et vous avez de la super scoring pour pas cher. Et vous pouvez payer même 2 en embuscade pour vous dire, au pire, je les mets en embuscade, chercher le baggage train, ou alors avoir le plus 1 pour commencer. Incroyable. Jade Warrior, 8 points. Ok, pas très cher pour l'infanterie. CC 4, très bonne CC pour l'infanterie. Armure lourde, quasiment la meilleure armure pour l'infanterie. Et ensuite, bien entraîné pour 1 point, obstiné pour 1 point, et ils ont la règle des détachements et unités régimentaires. C'est plus anecdotique, mais quand on compare au vétéran de l'Empire, qui a la même chose, CC 4, même commandement, il n'a pas l'armure lourde, et il n'a pas la règle qui dit que quand ils se font charger les Jade Warriors, ils peuvent relancer les 1 à la sauvegarde d'armure. Incroyable. Donc si l'adversaire vous charge avec pas de PA, il a une 3+, donc arme de base, bouclier, armure lourde et parade. Il a une 3+, il relance les 1. Ça tank hyper bien. Et même s'il a une P1 ou PA2, vous avez une 4 ou 5+, vous relancez les 1. C'est trop bien. Pour seulement 8 points. Si vous payez bien entraîné, on va dire, vous êtes obstiné. Donc je rappelle, obstiné, la bannière qu'il la donne, elle est à 50 points. Donc là, si vous jouez 20 Jade Warrior, vous payez que 20 points. Pour 20 points, vous avez des mecs qui sont obstinés, bonne CC, bonne sauvegarde d'armure. Incroyable. Et les Jade Lancer, je trouve ça la cerise sur le gâteau. Donc eux, ils coûtent pas très cher, donc 20 points la figurine. Ils ont embuscade, bien entraîné et obstiné. Et eux, ils ont les 3. Et ils peuvent jouer en base. Alors, avec la refonte de la liste d'armées, il faut un personnage dedans. Donc en général, quand on joue la grande armée, on joue les Jade Warriors et les paysans. Et quand on joue en flotte de Jade, on les joue eux.
Et aussi, la petite subtilité, c'est que les champions peuvent avoir 50 points d'objets magiques. Donc, vos personnages qui sont déjà très forts, vous n'avez pas besoin de lui mettre l'anneau rubis de ruine, ou l'autre anneau qui donne l'objet magique, ou le mot shard pour avoir l'anti-magie. Mais non, vous pouvez les mettre sur eux. Ah oui. Les contraintes que l'armée de base ont dit, ah ouais, je dois mettre un personnage pour mettre tel équipement parce qu'il est vraiment important de ma liste. Là, c'est pas besoin. Les champions d'unité de Jade Lancer peuvent le faire. Donc vraiment, l'équilibre est très facile et très chouette. Vous voulez du spam facile, voilà. Vous voulez des objets magiques, vous avez Jade Lancer. Vous voulez de la bonne infanterie qui peut tanker, vous avez Jade Warrior. Incroyable. Alors, vous n'avez pas de pouvoir offensif, vous allez voir, vous n'en avez pas spécialement besoin. Parce que vous avez du bon tir, vous avez du bon corps à corps avec les 2 Shuningan et les illusions. Donc voilà, c'est un peu télescopé. Mais en spécial, canon ogre avec l'ogre loader. Et le reste, on s'en fout. Vous avez déjà vu d'autres unités Oui, en partie amicale, les gens testent, etc. Mais sinon, j'ai jamais vu l'espèce de lance-fusée. Jamais vu. Jamais vu les espèces de Jedi. Non, on voit que le canon. Pourquoi le canon est trop fort? C'est le moment de faire une petite pause. C'est que là, moi, je trouve que Game Workshop, autant le Shuningan, ils auraient peut-être dû travailler, mais le canon, ils auraient dû travailler dessus. Donc, il a force 10, PA3 ou PA4, armor pain, voilà, des blessures multiples, des 3+1. Donc, c'est un canon de l'Empire. Sauf qu'il y a une petite règle. Au point d'impact, toutes les unités à 2D perdent leur rapide. C'est parfait pour temporiser une ligne de bataille. Une ligne avec des canons a besoin de ça. Il a besoin de temporiser pour que ces canons, ces tireurs, ces magiciens fassent l'effet. Donc imaginez à l'époque avec les lanternes, où les lanternes avançaient, vous tirez dessus, vous voulez les charger, ben, potentiellement s'il a bien tiré autour d'avant, ils enlèvent le rapide. Ah ouais. Et alors surtout, l'ogre loader, c'est un peu pour moi débile, c'est une sorte de mini-ingénieur. On va dire, ok, on paye 35 points, c'est cher pour un mini-ingénieur. Mais il a 2 règles. Première, il a la même règle qui est appliquée dans 2 cas. Il peut soit relancer un dé d'artillerie, donc un incident de tir, donc parfait. Je rappelle quand même que les machines de guerre, c'est les seules unités qui peuvent s'autodétruire quasiment du jeu. Là, vous avez un truc qui vous empêche de ça. Et sinon, il permet, à la place de tirer 2 fois au même tour, une fois par partie. Genre, littéralement, l'artillerie qui est déjà pas mal forte, et surtout les canons, vous pouvez l'utiliser 2 fois. Donc en général, si vous avez 2 ou 3 canons, vous pouvez tirer 4 à 6 fois. Donc n'importe quel monstre se fait défoncer, et surtout en duel d'artillerie, si c'est le premier tour, il va défoncer votre artillerie certainement. Parce qu'il a beaucoup de chances de vous toucher, même s'il n'a pas la relance, parce que statistiquement, si vous avez 6 tirs, ok, vous avez touché 3 ou 4 en moyenne, mais ça va être mieux que l'artillerie de base qui va toucher 3 fois maximum. Et vous pouvez toucher parfois 5 ou 6 fois. Si le mec roule bien et ne fait pas d'incident de tir, vous dire, oh, il y a 12 dés d'artillerie, normalement il devrait en faire 2. Oui, mais si à un moment il dit à 10 de l'arrière, pour vous tuer votre canon, il fait 10, puis il fait un incident, il s'en fout. Il va vous toucher, il va vous blesser à 2+, des 3+1, quand même 2 chances sur 3 de vous faire sauter votre artillerie. Donc voilà, et les monstres, j'en parle même plus, ok, ils vont peut-être pas mourir au premier tour, mais il va avancer, et les Shuningan vont le zoner, en plus il aura pas rapide, donc s'il voudra charger autour d'eux, c'est compliqué, ou alors il va tout droit en disant tant pis les Shuningan, je les prends, j'essaie de le défoncer. Voilà, c'est trop fort. Et en rare, maintenant, on voit de temps en temps les lanternes qui sont jouées avec l'espèce de tir de Jedi. Donc c'est Force 6, portée 36, PA 2 ou 3, je pense, qui sont très bien en fait pour finir le travail des canons. Parce que vous la mettez, comme c'est une grande cible, elle voit quasiment tout le champ de bataille, enfin facilement tout le champ de bataille. Ah, le canon, j'ai fait 2 blessures multiples, hop, 4 tirs de force 6, il y en a bien un qui va passer et péter l'artillerie. Oh, le monstre, il lui reste 2 ou 3 points de vie, boum, je tire dessus. Oh, j'ai tiré avec je sais pas quoi, ou j'ai fait de la magie, il reste 4-5 mecs qui sont scoring, boum, vous enlevez les scoring. Contre la cavalerie lourde, j'en parle même pas, hein, force 6, PA2, PA3, c'est parfait pour les défoncer, donc voilà. Pourtant, ils ont un pour moi des meilleurs monstres du jeu, la sentinelle. On s'en fout, alors que si vous vous souvenez de ma vidéo que j'ai fait sur les monstres et les chariots, je disais le problème des monstres et les chariots qui ne sont pas personnalisables. Là, vous avez un monstre ultra personnalisable. Vous pouvez lui donner immunisé aux blessures multiples, vous pouvez donner un objet magique, de la résistance magie, enfin vraiment, il y a plein de choses qui sont hyper chouettes personnalisables. On ne les voit même pas. C'est tellement le reste de l'armée est fort qu'on ne les voit même pas, alors qu'ils ont un super monstre. Vous me dire, oui, mais alors au corps à corps, il est nul. Déjà, il a une bonne endurance 6, 6 points de vie. Il est indémoralisable, donc il faut aller chercher tous ses points de vie au corps à corps, vous n'allez jamais le faire fuir aux états de combat comme les autres monstres. Et il a une arme qui a 2 options, option massacrer de la masse ou option massacrer du gros monstre ou du gros chariot. Donc il est trop bien, mais le reste est tellement fort qu'on ne le voit pas. Et c'est ça, je trouve, la tristesse de Game Workshop, c'est que pour l'instant, la liste d'armées que vous allez voir, c'est celle-ci. Vous allez voir 1 ou 2 Shuningan Lord avec la lame force 10, illusion, etc. Deuxième Shuningan Lord, 1 ou 2 Shuningan léger général. Des bases, vous remplissez comme vous voulez, des Jade Lancer, Jade Warrior, des paysans, c'est votre truc. 3 canons ogres, et voilà. Vous avez votre armée. Pas besoin de faire d'autres choses, pas besoin de faire des choses plus compliquées. Ça fonctionne très bien.
Vous avez les vents de magie qui vous donnent de la mobilité ou de la CC si vous en avez besoin. Vous avez les canons qui vont défoncer les monstres, les chariots, l'artillerie. Vous avez les Shuningan qui peuvent double ou triple charger les unités d'infanterie. J'ai oublié de le dire, mais ils ont touche d'impact. Donc touche d'impact, force 5. Je pense qu'il n'y a pas de PA dessus, mais vous allez générer des touches, générer des blessures. Les mecs, même s'il y en a un qui est en défi, les autres vont taper dans la masse, vont faire les états de combat, gagner, fallback ou give ground, et il va pouvoir le faire, etc. Enfin, il va pouvoir refaire sa larme d'illusion, son objet, double danger, etc. Donc voilà, ils ont tout. Voilà, ils ont tout. Le seul truc qui ne fonctionne pas, c'était à l'époque, encore une fois, les zombies qui fonctionnaient très bien. Parce que les lanternes étaient très fortes pour baisser la brique. Là, les Shuningan doivent aller au corps à corps, et ça peut être risqué. Ça peut être risqué que, en fait, ça se passe pas bien comme il veut, il fait plein d'attaques, il arrive à potentiellement gagner le combat, il a doublé votre PU, il vous fait fuir. C'est le seul cas où vraiment là les Shuningan sont moins forts que les lanternes, c'est que s'ils cherchent certaines unités, ça peut arriver de rebondir un peu, mais voilà, vous en avez 3 ou 4. C'est pas si vous en avez 1 ou 2 ou vous devez faire attention, vous en avez 3 ou 4, vous pouvez vraiment les mettre, préparer les charges, et au pire vous temporisez. Vous avez vos canons derrière qui défoncent, vous avez votre jet de lanceur, jet warrior qui peut se mettre positionné et peut aider au combat, donc voilà. Donc, on a eu quoi? On a eu le nerf de la lanterne, mais on a des Shuningan à la place, toujours pas équilibré, et toujours pas marrant à jouer contre. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression que l'adversaire il a un cheat code. Parce que tout ce que fait une armée normale, il le fait mieux. Il a de l'artillerie, très bonne artillerie. Il a de la cavalerie, très bonne cavalerie, très polyvalente. Il a des petits personnages pas chers, meilleurs que tous les petits personnages pas chers. Il y a un concept que j'aime bien qui s'appelle le faux dragon. C'est les orques sur vouivre, personnages sur griffon, personnages sur manticore ou quoi. C'est pas aussi fort que le dragon, mais c'est quasiment la même chose. Ça a la terreur, ça le vole, ça fait le même boulot, mais c'est moins tanka. Ben, ils ont un qui fait 3 fois le taf des autres pour la moitié du prix. C'est désolé Game Workshop, vous avez chié dans la colle, et moi j'attendais vraiment qu'en juin vous résolviez ce problème, et c'est pas compliqué à le faire. On va voir ensemble, je pense, les quelques trucs qui peuvent faire en sorte que la lanterne devienne enfin, l'armée de KT devienne enfin agréable à jouer contre. Premièrement, le Shuningan, il doit perdre un point de vie, les deux, donc le Lord et le Général, je pense c'est au moins nécessaire, et l'espèce d'armure, un vue à 5+, doit passer à invulnérable à 6+. Pourquoi? Parce qu'on lui laisse comme une invulnérable, mais tu dis, si tu veux mieux, tu payes les 30 points du livre d'armée pour pouvoir faire ça, et donc ça casse un peu la combo. Soit vous avez une bonne arme de corps à corps, mais une invulnérable C+, soit vous avez une arme de corps à corps un peu moins bonne, mais vous avez une invulnérable à 5+. Donc, ça obligerait les adversaires à changer un peu les listes et les variations. Alors, il y a des nouvelles optimisations qui peuvent être trouvées, mais c'est moins fort, tout simplement. L'Ogre Loader, pour moi, il peut tirer 2 fois, mais uniquement à partir du deuxième tour. Comme ça laisse la possibilité à l'adversaire de se positionner et de préparer des réponses au lieu de tout prendre dans la bouche directement. Parce que comme le premier tour est incertain, vous pouvez vous déployer pour un peu essayer de mitiger en faisant des boucliers, en vous cachant derrière des infranchissables, mais parfois c'est très compliqué, donc il va juste avoir le premier tour, tirer 3 fois x2, et voilà, c'est fini. Le système de yin et de yang, donc les vents de magie, enfin le vent KT1, excusez-moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'idée où c'est l'un ou l'autre. Et dans ce qu'ils ont fait dans Warhammer Total War, c'est que selon votre liste d'armée, votre armée est plus yin ou plus yang. Et moi je préférais qu'ils fassent 1-2, un des vents, 5-6, un des autres vents, 3 et 4, mais il ne se passe rien. Et selon l'unité que vous avez mise, vous êtes plus yin ou plus yang, vous êtes plus 1 ou moins, enfin plus 1 sur le vent ou moins 1 sur le vent. Donc pour optimiser, quitte à ce que le 1 soit très fort, le 2 soit moyen, 3, 4 rien, 5 très fort, 5 moyen, 6 très fort, comme ça pour essayer de dire moi je veux absolument le yang, donc celui qui donne la CC et le commandement, plutôt que je préfère avoir le yin qui donne le mouvement initiative, si je me souviens bien. Donc il y aurait moyen de faire ça. Mais non, ils l'ont pas fait, ils ont fait juste un truc où voilà, tu roules et t'espères juste avoir ce que tu as envie sans spécialement mitiger ça. Les unités de base, elles doivent prendre un point chacune, donc les paysans KT1 doivent s'aligner sur les paysans bretoniens, l'infanterie de Jade doit être un peu plus cher, et les cavaliers, pour moi c'est même 2 points, ils doivent être vraiment à minimum 22 points de base, sans les règles spéciales qui vont derrière. Et alors des listes d'armées surtout plus restrictives, parce que là pour l'instant il n'y a pas de restrictions, et dans la plupart des armées il y a des restrictions en fonction de ce que vous jouez. Donc je prends les orques et gobelins, il vous faut des personnages orques et gobelins, pour les unités de fanatiques, orques et gobelins de la nuit, il y a quoi, parfois des unités spéciales peuvent passer en base ou en rare en spécial avec des personnages, là il n'y a pas. Juste vous prenez ce que vous voulez, vous alignez et c'est bon. Vous avez fait des bonnes listes d'armées, donc quasiment toutes les autres armées, Game Workshop, vous pouvez faire la même chose pour KT s'il vous plaît. Je sais que la gamme n'est pas assez profonde, mais maintenant avec la deuxième vague, pour moi vous auriez pu mieux rééquilibrer et rendre vraiment des unités impossibles à faire. Donc voilà, c'était Stormy, merci pour cette petite vidéo qui a parlé de KT. Je me suis, on va dire, un peu défoulé parce que Game Workshop a
très très mal équilibré l'armée, excusez-moi, mais c'est comme ça, on va encore le subir. J'espère qu'en décembre, ou avant la prochaine FAQ, ils vont appliquer pas tous les changements que je propose, mais des changements, faire en sorte qu'on voit autre chose, des listes plus sympas et une méta beaucoup plus sympa avec KT moins violent et moins omniprésent que maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous les changements qui peuvent être intéressants à mettre, que j'ai peut-être oublié, les unités que vous aimeriez voir. Moi, les lanternes, je veux voir des lanternes. Je trouve les lanternes, la figurine est trop belle et les règles associées sont trop chouettes. Je veux les voir et jouer contre. Mais non, on les voit pas. Donc voilà, passez une bonne journée et à la prochaine. C'était Stormy.